après plusieurs heures de fusillade, la bataille s'est calmée, sans doute ils ont compris que finalement il n'y avait plus d'Allemands là. Et j'ai reçu, j'étais couché toujours dans le foin, j'ai reçu un coup de pied, je me souviens bien, dans l'épaule. Quelqu'un m'a donné un coup de pied. C'était un soldat américain qui voulait savoir si j'étais toujours vivant, parce qu'il y avait des morts et des vivants couchés là. Celui-là qui réagissait, ben, c'est qu'il était vivant. Mais j'ai tourné la tête, je l'ai regardé, et j'ai vu que c'était un homme de couleur noire. Ma première réaction était, il est noir parce que pour la bataille, il s'est peint en noir, parce que c'est probablement moins visible que blanc. C'était ma première réaction. En fait, je n'avais jamais vu de noir. En Pologne, il y en avait très peu avant la guerre. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer. En Allemagne, dans les camps, il n'y en avait pas non plus. Dans la résistance polonaise, il n'y avait pas de noirs. Je savais bien sûr avoir fait des films avec des noirs, ces films d'avant-guerre, les films muets que les enfants voyaient. Il n'y avait pas ci, par là de noirs, mais je n'en avais jamais rencontré. C'était le premier noir de la 9e armée américaine qui m'a donné un coup de pied. Quand il a vu que j'étais vivant, il m'a dit, le mot en anglais que je me rappelle toujours, « You are free man, tu es libre, you can go home ». Tu peux aller à la maison. Mais la maison, quelle maison? Où l'a fait la maison? La maison était en Pologne, à des milliers de kilomètres de là. Et être libre, oui, peut-être, mais je ne savais pas où aller ni quoi faire. Bon, les choses se sont arrangées. Tout doucement, des sécuristes de la Croix-Rouge américaine qui ont été alertés par l'armée américaine sont arrivés. On nous a regroupés les vivants. On nous a conduits vers un village qui existe toujours, qui s'appelle Hillersleben. Et Hillersleben était un village très étonnant. Il l'est sans doute toujours. Toutes les maisons du village étaient identiques. Mais pourquoi? Ben, ça a été construit par les Allemands pour les officiers allemands blessés au front, à la guerre. C'était construit déjà au début de la guerre. Pour les donner un refuge, c'était des espèces de petites villas avec des fleurs tout jolies. Et ces Allemands, leurs familles, étaient tous des SS ou de hauts dignitaires allemands, ont fui, sont enfuis des villages parce que l'armée russe était devant la porte. Et les Allemands, s'ils avaient une frousse terrible, c'était des Russes. À juste raison d'ailleurs, ils avaient de quoi avoir peur, mais moi je comprends parfaitement les soldats russes qui cherchaient une vengeance. Je reviendrai sur ce sujet. Toujours est-il que ces villages étaient vides, abandonnés. Et les Américains nous ont dit, ben, vous rentrez dans les maisons, si les portes sont fermées, cassez-les, démolissez-les, on vous aidera s'il faut. Et trouvez-vous des appartements, lavez-vous, habillez-vous, et on vous nourrira. Et nous sommes restés dans ce qui est devenu le camp de Hillersleben, mais ce n'est pas un camp de concentration, c'est un camp, je dirais, de libération, où les armées américaines, le fourgon de l'armée américaine, les cuisines roulantes américaines apportaient de lait, des ravitaillements, des manger. Les médecins américains nous ont pris soin de nous, on nous a désinfectés, lavés, soignés, et nous sommes restés dans ce camp de Hillersleben plusieurs mois. Le temps de reprendre forme humaine, puisque nous étions tous sales, crasseux, malades, couverts de boutons. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de pas, encore une chance, de ne pas attraper le typhus. C'était très nombreux les gens. Et d'un typhus, on mourait. Il n'y avait pas moyen de guérir d'un typhus. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait rien. J'ai jamais attrapé le typhus, mais j'étais couvert des gales et de boutons, des furoncles grands comme de gros boutons. J'en avais depuis ma tête jusqu'à mes doigts de pied. Bon, tout ça provenait des mauvais ravitaillements. On n'avait pas de vitamines, on avait un très mauvais manger, on ne se lavait pas, on était crasseux. Comment voulez-vous résister à tout ça? Mais les Américains nous ont soignés. J'étais jeune, j'ai rapidement repris des forces et formes humaines. Ma mère, quand je l'ai retrouvée, elle ne pesait plus qu'une quarantaine de kilos. Elle a repris l'autorité maternelle, qui aurait toujours été la sienne, dont elle a été dépourvue pendant la guerre, pour les raisons que je viens d'expliquer. Ma sœur, qui était 5 années plus âgée que moi, a repris aussi forme humaine. Et nous sommes restés ensemble dans cette famille, dans cette maison allemande. Alors, comme vêtements, on trouvait les vêtements que les Allemands ont abandonnés. Il y avait même des mangers dans les frigos, il y avait des ravitaillements là-bas abandonnés. Les Allemands qui occupaient ces villages sont partis comme ils pouvaient, en courant, le plus vite possible, parce que c'était le moment qu'ils attendaient parler que les Russes étaient devant la porte. C'est d'ailleurs devenu zone russe par la suite. Elle faisait partie de la DDR, la Deutsche Demokratische Republik, par la suite. Mais ça c'est bien plus tard. C'était très étrange. Il y avait parmi nous quelques personnes qui savaient conduire, d'avant-guerre, ou qui ont appris, parce que dans la guerre, dans les camps, il y avait des tracteurs et des gros camions que les Allemands faisaient conduire par les prisonniers pour les travaux routiers, et aussi pour ramasser les cadavres dans les camps et les transporter vers les camps, vers les fours crématoires. Il y avait donc certaines personnes qui savaient conduire. Eh bien, les voitures de luxe allemandes, de splendides Mercedes, des voitures qui vaudront aujourd'hui une fortune, de Horsch et tout, étaient dans les garages de ces maisons, parce que de l'essence, il n'y avait pas.
Les réservoirs étaient à zéro, il n'y avait pas une goutte d'essence. Les Allemands sont partis à pied, en bicyclette ou avec des chevaux, mais les grosses belles voitures comme on en voit dans les films, avec des drapeaux allemands et tout, ils étaient... Et alors, c'est les gens qui savaient conduire. Ils allaient demander aux soldats américains quelques jerrycans d'essence. Les Américains en avaient tant qu'on voulait. Ils avaient des dépôts entiers d'essence pour les moyens de transport. On mettait de l'essence dans les voitures et ces gens se promenaient dans des voitures de général. Ils auraient dû l'amener avec eux, mais ils ont tous abandonné plus tard sur place. Et il y avait des gens qui n'avaient pas de vêtements parce que tous les vêtements étaient déchirés. Et puis ils ont trouvé des vêtements, des uniformes des généraux allemands et tout. Ils arrachaient les grades et les insignes et ils se promenaient avec ça, des fois d'autres vêtements. Plus tard, la Croix-Rouge nous a fourni des vêtements civils. On est resté dans ces camps de Hillersleben plusieurs mois. Il y a eu malgré tout encore pas mal de décès parce que les gens qui étaient très malades, tous n'ont pas survécu. Il y a eu des problèmes de ravitaillement, non pas qu'il en manquait, il y en avait à profusion, mais nous, on ne savait pas l'absorber. Les gens ont commencé à manger de façon désordonnée ou sauvage. Ils en étaient tombés malades, certains en mouraient. On avait tous des vers dans nos intestins, c'était une épidémie. Il fallait soigner ça, ce n'était pas facile. Des vers solitaires et toutes sortes de choses horribles. Mais sur quelques mois de temps, on a repris, comme je le disais, visage humain. Une chose s'était passée alors, le commandant américain de ces camps, un officier américain, a réuni tout le monde sur la grande place et il a dit la chose suivante. Maintenant, vous allez beaucoup mieux, la guerre est finie depuis plusieurs mois. Nous vous proposons de vous transporter avec des camions militaires à la gare de Magdebourg, qui était distante de 16 km, une gare que les Américains ont mis en état, et vous pouvez partir de cette gare où vous voulez. Il y aura des trains, beaucoup de trains, des wagons civils, des beaux wagons, vous transporteront, qui va rentrer en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, qui va rentrer en France, il y avait en France, en Belgique ou dans tous les pays occupés. Et ceux qui ne veulent pas aller nulle part, ceux qui veulent aller en Palestine, l'État d'Israël n'existait pas encore, le nom était inconnu, nous allons organiser un transport aussi pour aller en Palestine. Alors, ma mère a dit, bien, on va aller en Palestine, parce qu'on savait que mon père était tombé, on avait entendu dire ça par des témoins, nous n'avions plus rien en Pologne, notre usine était détruite, notre maison était détruite, la famille était dispersée, ou en fait elle était détruite aussi, on ne le savait pas encore à ce moment-là, mais on ne savait pas où les retrouver, mais personne, il n'y avait pas de survivants. Finalement, on s'est dit, on va aller en Palestine. Nous sommes donc rendus à la gare de Magdebourg, où il y avait une atmosphère qu'on ne peut pas qualifier, pour laquelle il n'y a pas de mots. Les gens étaient heureux de rentrer chez eux, mais il y avait des trains partout, des suites de wagons les uns après les autres à l'infini. C'était un gare de triage énorme avec des centaines de wagons, mais il n'y avait pas de locomotive. Les gens prenaient place dans les wagons, se trouvaient un coin, déposaient les quelques affaires qui possédaient, et on attendait une locomotive pour partir chacun vers son pays. Mais de locomotives, il n'y en avait pas. Les Américains nous ont dit, ça viendra, on va grouper, on va faire des convois, ça viendra. La troisième fois, avec les soldats russes et les soldats de l'armée polonaise du général Anders, qui étaient déserteurs pour la plupart, parce que les soldats polonais ont combattu très vaillamment dans l'armée polonaise, qui était une armée anglaise en fait, équipée entièrement par les Anglais. C'était l'armée du général Anders. Il y avait un général célèbre qui a combattu en France dans l'approche des falaises, qui ont combattu à Monte Cassino en Italie. Mais lorsque la guerre était finie, ce soldat, pendant la guerre, il était motivé. Il voulait libérer la Pologne, il voulait la destruction d'Allemagne, il voulait se venger pour tous les morts victimes de leurs familles qui étaient restées en Pologne. Parce que la guerre était finie, il ne trouvait pas nécessaire de rester une armée. Il s'est dit, à quoi ça sert? La guerre est finie, l'Allemagne est battue. Maintenant, il faut se venger, maintenant, il faut brûler, maintenant, il faut démolir. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup sont joints à nous. Nous avons constaté que nous étions nombreux. Et là, on a combattu pour la troisième fois. Et on aurait continué longtemps si la police militaire américaine et les forces militaires américaines ne nous avaient pas empêchés. Les Américains sont des grands démocrates, on le sait partout. C'est eux qui ont établi des lois en Allemagne, et qui ont libéré l'Autriche et qui ont mis fin à cette espèce de vengeance sauvage, mais qu'il faut comprendre. Il faut comprendre qu'elle est tout à fait du domaine humain, des possibles, des nécessaires pour nous libérer quelque part. Et aujourd'hui encore, quand je pense que les Allemands ont tué mon père, tous mes oncles, tous mes cousins, tous mes nièces, qu'il ne reste personne de cette famille. Si cette famille n'aurait jamais existé, une famille de plusieurs centaines de personnes, ça aurait été pareil, puisque, sauf moi bien entendu et mes enfants maintenant, ça aurait été pareil. Lorsque je pense à ça, je me dis, c'est vrai, ils ont fait tout ça. Mais moi aussi j'ai fait. Moi aussi je me suis vengé de la meilleure possible,
Et j'ai aidé ceux qui l'ont fait. J'ai aidé tous ces soldats russes et tout ça en participant avec eux. Et aujourd'hui, on dit oui, les Russes, ils ont tué plein de gens. Ils avaient des montres jusque-là. C'est vrai, mais ils avaient des montres au cadavre la plupart du temps. Ils tuaient les gens d'abord, ils avaient des montres après. Et puis finalement, ils n'avaient pas besoin de toutes ces montres. Ça n'avait pas de grande valeur. Mais c'est l'image que le monde a essayé de répercuter, de montrer. C'est vrai que tout ça est arrivé, mais tout ça est justifié. Tout ça est, à mes yeux, tout à fait normal que c'est arrivé. Et il ne pouvait pas en être autrement après la terrible après le terrible événement de la guerre. Les Américains se sont conduits autrement. Mais les Américains, c'était une troupe organisée, c'est une armée qui a débarqué et qui a fait des lois de la guerre et qui n'ont pas souffert. Leurs familles n'ont pas été dans des camps de concentration, leurs maisons n'ont pas été brûlées, leurs industries n'ont pas été atteintes, bien qu'au contraire, s'est développées. Pour eux, c'était une guerre comme une autre. Pour nous, c'était une guerre de vengeance qu'on devait faire et on l'a fait dans la mesure des possibles. On n'a pas fait assez. Dans cette gare, nous avions donc des gens qui attendaient pour partir en Palestine, d'autres qui voulaient rentrer de toutes sortes de nationalités vers leur pays, les troupes russes qui arrivaient, les troupes russes qui partaient. C'était un vrai tour de Babel. On ne pouvait pas... Une atmosphère... Manger, il y avait assez. La cuisine roulante américaine ou russe fournissait de manger à tout le monde qui en voulait. Il n'en manquait rien. Et nous attendions dans cette gare les troupes russes qui chantaient des chansons folkloriques russes. Ils dansaient, ils faisaient des fêtes de camp. Les prisonniers n'avaient rien à faire, se rejoignaient à eux. Des relations humaines sont nouées entre différentes populations, entre différents gens qui ne se connaissaient pas. Et finalement, on était très bien dans cette gare-là. Nous y sommes restés une dizaine de jours dans cette gare-là. Et finalement, par-ci, par-là, des locomotives in Paris arrivaient et les trains partaient. Nous sommes donc restés dans les trains qui devaient partir en Palestine. Et nous voilà embarqués. On est arrivé jusqu'à le fleuve, le Rhin, où les ponts ont été détruits par la guerre, il n'y en avait pas. Le train devait passer sur des ponts de génie militaire, des péniches. On nous a fait tous descendre des trains pour passer à pied. On se disait, si le train s'écroule, s'il tombe dans l'eau, au moins les gens ne tombent pas avec. Les trains n'ont pas d'eau, mais quand même passé sur les péniches. Et nous sommes passés derrière le train, sur ces fameuses péniches, à pied, le Rhin, qui est assez large. Et de l'autre côté, on a retrouvé le train, chacun embarqué dans son wagon, et on est reparti. Mais on n'a pas été très loin. Ce train a roulé jusqu'à l'endroit qui s'appelle Visé, une petite ville de Belgique près de Liège. Là, il s'est arrêté pour des raisons inconnues, il s'est arrêté, il ne bougeait plus. On était dans les trains, on recevait à manger, on attendait 1 jour, 2 jours, 3 jours, plusieurs jours. Finalement, est arrivé un officier anglais, avec une jeep, avec tout l'état-major anglais, qui nous a dit « Vous ne pouvez pas aller en Palestine, cette terre est fermée, il faut avoir des visas, il faut avoir des papiers, il y a des accords internationaux. La Palestine, il fallait attendre son tour. Il y a des mois d'attente, des années d'attente. Vous ne pouvez pas aller. Mais l'État belge, la Belgique, accepte de vous accueillir tous. Vous êtes tous invités par la Croix-Rouge belge de rester et de vous établir en Belgique. Ce qui fait que moi, je n'ai jamais été un immigrant. J'étais invité, appelons-le ainsi, par la Croix-Rouge belge de venir en Belgique. Mais bon, venir en Belgique, il fallait encore avoir un travail. La première chose que nous a fourni, c'était des moyens de transport. On avait les moyens de voyager dans toute la Belgique en train gratuit. La deuxième chose, c'est très étonnant, c'est des tickets de cinéma. Vous avez des tickets qui nous donnaient gratuité dans tous les cinémas. Je les ai toujours, ça s'appelait DP Pass, Déplaced Person Pass, un ticket comme ça qui donnait droit à des tas d'avantages. Mais on ne savait toujours pas aller, on n'avait pas de maison, on n'avait pas d'appartement, on ne connaissait pas la langue. On nous a conduits dans différents couvents, d'abord pour des soins médicaux, pour prendre de chacun des déclarations. Et de ces couvents-là, finalement, on nous a tous conduits dans une caserne, la caserne de Mézières, qui se trouve près de Mons, qui est aujourd'hui le siège de l'état-major de l'OTAN. C'était une énorme caserne de l'armée belge avant-guerre, mais elle était vide, parce que l'armée belge n'existe pas. Il y avait la brigade Piron, qui était partie en Allemagne. Il n'y avait pas d'armée belge en Belgique. Cette caserne était vide. On nous a tous installés dans cette ancienne caserne. Et de là, les gens pouvaient partir en train, puisque c'était gratuit, se chercher un travail, un appartement. Et il y avait une organisation qui s'appelait l'IVG, IVG veut dire Aide aux Israélites victimes de la guerre, qui nous donnait un tout petit peu d'argent pour nous permettre de se déplacer. Ma mère a trouvé un travail, mais ça c'est plus tard. Ce que je voudrais raconter d'étonnant sur cette caserne de Mézières, c'est que nous réservions tous les matins
de bons pistolets, les bons pistolets belges qu'on connaît, avec une petite fente au milieu. À l'époque, il n'y avait pas encore la mode des baguettes et tout ça, mais les pistolets existaient. Et tous les matins, la Croix-Rouge nous fournissait, sur des tables qui étaient dressées, en suffisance, des confitures, du beurre, des pistolets et des fromages. Mais les fromages, c'était des petits triangles, comme nous en connaissons la vache qui rit et d'autres. Aujourd'hui, c'est banal, on en trouve dans toutes les délices, dans toutes les supérettes, on trouve ça. Mais moi, je n'avais jamais vu ça. En Pologne, cela n'existait pas. Les fromages s'achetaient au poids, étaient emballés dans un papier, et la ménagère coupait à la maison des tranches de fromage. Les fromages tels qu'emballés si bien. Et je dis, c'est tellement beau, ces petits triangles, je ne vais pas les manger. Je vais tous les jours en prendre un ou deux, je vais les conserver. Ça servira de monnaie d'échange. On avait cette mentalité qu'il faut faire des provisions. La guerre peut revenir, il peut y avoir pénurie. Mais au bout de 8 jours, on recevait 2 par jour, 3 par jour, j'en avais beaucoup, je ne savais plus quoi en faire. J'ai commencé par les manger quand même. Mais ça m'avait tellement frappé que depuis lors, toujours quand je ouvre une boîte, c'est que j'arrive couramment, il y en a dans mon frigo, d'une marque ou l'autre, des fromages triangles, je regarde d'abord cette forme, s'ils sont bien emballés, s'ils sont beaux. Nous avons donc reçu ce fromage, et on a été dans cette caserne. Et puis ma maman, qui, quand mon père vivait, n'avait jamais fait aucun métier particulier, parce que mon père aimait bien qu'elle reste à la maison, qu'elle s'occupe des ménages et des enfants. Il gagnait largement, très bien sa vie, il n'avait aucun besoin. Eh bien, mon père, qui n'a jamais appris, ni lui a laissé exercer aucun métier, a mal prévu, puisqu'ici, il en fallait un, il fallait travailler. Elle a donc trouvé une fabrique d'imperméables qui s'appelait Impersport, à la rue Koenraads à Bruxelles, qui avait besoin d'une personne pour coudre des boutons. Parce que les machines pour coudre des boutons, comme on n'a pas dans les textiles aujourd'hui, n'existaient pas. Il n'y en avait pas. En tous les cas, il existait peut-être en Amérique, mais il n'y en avait pas en Belgique. C'est donc qu'il fallait la main-d'œuvre humaine pour coudre des boutons. Et ma mère s'est mise, quand elle est devenue, elle cousait des centaines, des milliers de boutons. Elle avait un salaire, elle était déclarée aux lois sociaux, elle avait droit aux mutuelles, aux avantages. Elle a loué une petite chambre meublée à la rue de Méro 260. Et elle s'est établie là avec ma fille. Pas avec moi, parce que moi, comme je n'avais jamais été à l'école, on a décidé, les gens qui l'ont conseillé ont dit que je devais aller à l'école, chaque enfant doit aller à l'école, et on m'a envoyé à Tournai, à Marquin précisément, dans une colonie que je n'appelle pas des vacances, mais qui était quand même très bien, dont j'ai gardé un excellent souvenir, pour faire toute ma scolarité. Je dois vous dire que j'avais déjà à ce moment-là à peu près 13-14 ans. À 13-14 ans, je savais bien lire et écrire et calculer, je connaissais plusieurs langues, j'avais vu le monde, j'avais vu la guerre, j'avais combattu à 3 reprises, je vous dirai quand et comment. Et à cet âge-là, un enfant n'a pas besoin de 6 ans pour faire l'école primaire. Et il m'a fallu une année pour passer des examens de tous les 6 années. Après, il y avait un examen, une espèce de jury central. J'ai passé des examens qui m'ont permis de rentrer à l'Athénée et ainsi de suite. Mais à cet âge-là, on a une autre maturité d'esprit. Surtout, nous, enfants de la guerre, nous n'étions pas enfants. À tel point que lorsque je suis arrivé à l'école communale de Marquin, où on m'a mis tout d'abord, et après dans une école spéciale, il y avait là-bas une mademoiselle qui donnait les leçons. Et lorsqu'elle entrait dans la cour, tous les enfants se levaient et disaient « Bonjour, mademoiselle ». Et puis il y avait la liste de présence, elle appelait tout le monde pour qu'ils disent qu'il est présent. Ben moi, j'ai refusé. Je disais, mais enfin, elle voit que je suis là, elle n'a pas besoin de me demander. Qu'est-ce qu'elle se croit, cette bonne femme? C'est une jeune institutrice qui avait 20 quelques années, qui n'a peut-être jamais quitté la Tournaisie natale où elle est née, qui a seulement étudié dans une école locale pour être institutrice. Mais qu'est-ce qu'elle connaît de la vie? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle va m'apprendre à moi qui a fait la guerre à 3 reprises, qui avait les morts, qui avait les camps. Elle va m'apprendre que j'avais des respects pour elle, elle n'a qu'à avoir des respects pour moi. J'ai plus tard compris que je me trompais, que ce n'était pas la réalité, qu'il fallait bien, qu'il y a une discipline à l'école, qu'il fallait saluer le professeur. Au début, j'étais révolté. Je ne comprenais pas ce qu'elle me voulait. Elle me demande si je suis là. Mais quand elle levait les yeux, elle va que je suis là. Elle n'a qu'à faire une croix sur sa liste. J'ai noué des excellentes relations avec cette professeure qui s'appelait Mademoiselle Picard. Je me souviendrai toujours son nom. Et j'ai gardé beaucoup d'années de relations avec elle. Elle m'a encore téléphoné, alors qu'elle avait plus de 80 ans, elle m'a encore téléphoné pour prendre mes nouvelles. Mais c'est pour dire simplement que les enfants sortis de la guerre n'étaient pas des enfants. J'étais dans un internat, dans un home spécialisé pour les enfants rescapés des camps. Et le responsable de cette colonie, pas de vacances, de cette colonie de jeunes, qui se trouvait à Tournai, dans un village de Marquin, tout près de Tournai, m'a dit, tu es déjà un grand jeune homme maintenant, il faut absolument qu'on te remette les dents en place. Et il m'a dit, il existe à Gand
J'ignorais moi-même qu'il y avait une ville des Gants, je ne savais pas du tout où c'était. Il m'a dit un médecin dentiste, un docteur dentiste, spécialisé dans ce genre de soins aux jeunes gens, parce que c'est ce dent qu'il faut pouvoir remplacer, plus il grandira, il y aura des modifications à faire. Et me voilà parti en train avec les responsables dans la ville des Gants, vers en direction de la ville des Gants, pour aller rejoindre ce fameux médecin dentiste qui devait s'occuper de ma dentition. Quelle ne fut pas ma surprise, un choc, lorsque la porte de ce cabinet dentaire s'est ouverte. Les dentistes, c'était M. Berger, c'était les cordonniers. Une chance sur 1000, une chance sur 1 million de retrouver cet homme qui était juif, qui était belge, qui habitait avant la guerre, qui a été déporté parce que lui aussi était un résistant, qui s'est retrouvé à Bergen-Belsen et qui a eu l'intelligence de dire qu'il n'était pas dentiste. Simplement, on l'a demandé qui était mes cordonniers. Il a levé la main, il a dit qu'il était cordonnier, car il était évident que toutes les élites, les dentistes, les médecins, les avocats et que sais-je, étaient systématiquement exterminés par les Allemands, qui ne voulaient pas qu'il y ait dans les camps une intelligence. Ils n'en avaient pas besoin, et ils avaient besoin d'une main-d'œuvre, et non pas des gens instruits ou de l'intelligence. Ils n'avaient pas besoin de l'intelligence humaine, ils avaient besoin de forces musculaires pour aller travailler. Alors lui s'est déclaré cordonnier, il a survécu à la guerre, il a fait la marche de la mort, finalement a été libéré par les Américains quelque part sur la route, à un endroit différent de moi, et il est rentré en Belgique où il a retourné dans son cabinet dentaire. Nous étions restés amis pendant très longtemps. Cette personne que je remercie est décédée maintenant depuis beaucoup d'années. C'est normal, il avait lui plus de 20 ans que moi, il sera aujourd'hui plus que centenaire. Il est décédé, mais voilà. J'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer l'épouse qu'il me fallait, qui a partagé ma vie depuis ce jour-là qu'on se connaît jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants, des garçons formidables qui aujourd'hui continuent mon métier dans l'honneur et la dignité et qui sont des Gutmann. Donc, ils sont les seuls survivants avec moi de cette famille des Gutmann, puisque le frère de ma maman qui a survécu en Palestine est devenu Israël. Il est décédé maintenant aussi. Lui, ce n'était pas un Gutmann, il venait de la famille de ma mère. Mais de cette famille, imaginez-vous, une famille où il y avait il y avait 10 frères et sœurs. Multiplions-le par 2, puisque tous mariés, ça fait déjà 20 personnes. Ils avaient chacun plusieurs enfants. En Pologne, les gens avaient plusieurs enfants, 4-5 enfants. Ça fait 20 fois 5, ça fait déjà 100 personnes. Il y avait les grands-parents, les arrière-grands-parents, il y avait des cousins et des cousines partout. C'était une famille de plusieurs centaines de personnes dont les Allemands sont arrangés qu'il n'en reste aucun, à l'exception de moi-même, donc qui porte ce nom-là, puisque ma mère porte en Belgique, son nom de portait en Belgique, elle est décédée maintenant aussi, son nom de jeune fille, et ma sœur s'est mariée, elle porte le nom de son mari. Alors maintenant, mais je suis quelque part content qu'en Belgique, la femme porte toujours le nom de jeune fille toute sa vie, parce que j'ai maintenant 2 petites filles, elles s'appellent Gutmann aussi, et bien qu'elles se marieront un jour, je l'espère, et qu'elles seront de bonnes épouses, il n'en reste pas moins vrai qu'elles porteront le Gutmann tant qu'elles vivront, et que leurs enfants sauront qu'elles sont des Gutmann. Mais on a Sacha. Et j'ai aussi un petit-fils qui s'appelle Sacha Gutmann, qui lui et sa famille qui viendra porteront toujours le nom de Gutmann. Mais c'est quand même formidable que toute une famille comme ça disparaît de la surface de la Terre, alors qu'aujourd'hui, avec le mariage et les naissances, on aurait été plusieurs centaines. Et il n'en reste personne.